Bonjour à tous, je vais vous présenter mon TIPE sur l'étude de la ténacité des poutres. Pour commencer, comme vous le savez, la construction des bâtiments, que ce soit dans le parasismique ou dans le génie civil normal, est très réglementée. Ceci dû à de nombreuses contraintes climatiques et également les contraintes du milieu. C'est pourquoi j'ai trouvé intéressant d'étudier la ténacité, en particulier des poutres faites en béton, qui composent majoritairement les bâtiments. Pour cette étude, je vais d'abord vous parler, faire une introduction générale du sujet, pour ensuite faire une approche théorique et expérimentale de la ténacité, comment la déterminer, etc. Ensuite, nous allons voir la remise en question et le complément principal que je peux apporter à mon étude et différents problèmes que j'ai pu rencontrer. Et enfin, la conclusion. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer ce qu'est réellement une poutre et comment elle est constituée. Donc une poutre est constituée en béton. Il faut savoir que le béton est composé de 4 principaux éléments, qui sont les granulats, qui sont composés de sable et de gravier. Ensuite, le ciment, qui peut être par exemple des calcaires broyés puis chauffés, auxquels on ajoute de l'eau. Il faut ensuite mélanger l'ensemble et attendre un certain temps, le temps de prise, pour ensuite former le béton. Donc ici, vous pouvez voir sur la diapositive numéro 2 un coffrage présent avec les armatures métalliques. Donc ici, nous allons former du béton armé, puisque le béton sera composé d'une structure métallique en plus du béton lui-même. Donc ici, le coffrage est maintenu par des servants, et donc ici, vous pouvez voir en bas une poutre dans ce coffrage en train de sécher. Voilà. Ensuite, pour continuer cette introduction, je vais vous parler un petit peu des matériaux ductiles et fragiles. Vous avez déjà quelques notions. Il faut savoir que le béton est un matériau fragile, c'est-à-dire qu'il supporte très peu les comportements en traction, puisqu'il supporte un très faible allongement. C'est-à-dire qu'il est très résistant, mais à la fois très cassant. Par exemple, vous pouvez le voir ici, il se situe vraiment ici au tout début de cette courbe pour un essai en traction. Nous allons ici traiter dans cette étude de la ténacité qui s'exprime en joules par mètre carré. C'est la capacité d'un matériau à résister à la propagation d'une fissure lorsque celle-ci est formée dans le matériau. C'est un critère qui est très important pour caractériser les défauts à la rupture et pour planifier les éventuelles opérations de maintenance sur les différents bâtiments. Voilà. Nous allons voir maintenant une approche théorique et expérimentale de ce sujet. Tout d'abord, je vais vous parler des différents modes de propagation des fissures, à savoir qu'il y en a 3 et que nous allons étudier principalement un seul, le plus important, qui est le mode 1. Donc c'est un mode par ouverture, et les surfaces de la fissure se déplacent dans des directions opposées au plan de fissure. Comme vous pouvez le voir ici, le plan de fissure se situe ici, donc à la diapositive numéro 3. Il existe également deux autres modes. Le mode 2 qui est un glissement de translation, et enfin le mode 3 qui est un mode par glissement de rotation. Nous allons maintenant voir quelles caractéristiques nous allons pouvoir faire varier sur notre poutre afin d'étudier les variations de ténacité. Bien sûr, il y aura plein d'autres paramètres, mais nous allons nous concentrer principalement sur ces 2 paramètres importants. Tout d'abord, la forme et la taille des granulats qui allons le composer. Ici, on a une répartition fractale, comme vous pouvez le voir, pour des sphères, pour des disques ici. Mais ceci est une représentation bien sûr schématique et théorique, car en réalité, les granulats ne sont pas du tout de forme sphérique. Mais ici, c'est la répartition la plus efficace, car elle permet à la fissure d'avoir un chemin très complexe pour se propager, et ainsi limiter fortement la propagation de la fissure au sein du matériau. Nous allons étudier, voir la possibilité de vibrer ou non le béton. Vibrer le béton, c'est-à-dire placer un outil dedans qui permet de répartir uniformément, de rendre plus homogène le béton. Nous passons à la diapositive numéro 6. Nous allons voir différentes expériences possibles pour nos essais. Tout d'abord, il faut réaliser une préfissuration par essai sandwich. Je m'explique. Il faut placer sur 2 points de flexion un matériau ductile, puis ensuite placer l'éprouvette que l'on souhaite, qui a d'abord été entaillée avec une scie auparavant, comme vous pouvez voir ici, et ensuite nous replaçons de nouveau un matériau ductile, puis sur le dernier point nous appliquons une force P qui permettra de venir fissurer la pièce plus profondément.
Ensuite, nous allons réaliser un essai de flexion 3 points qui, comme vous le voyez, donc, se fait sur 3 points, donc 2 points en dessous et 1 point au-dessus. Ce sont des lignes de contact, mais que nous allons schématiser par des points dans le plan. Et donc cet essai de flexion nous permettra de tirer différentes caractéristiques de notre matériau, et en particulier la ténacité par la suite. Donc, pour mener à bien cette approche expérimentale, nous avons besoin de la corrélation d'image, est ici vraiment très pratique avec les différents logiciels possibles pour déterminer la propagation de la fissure. Donc ici, vous pouvez voir ici avant l'essai, sur la diapositive numéro 7, que la fissure est vraiment très petite, et après l'essai, que la fissure s'est vraiment bien propagée au sein du matériau. Et donc avec ces différentes images, et ici les différentes courbes que l'on peut obtenir, les différents graphiques que l'on peut obtenir, nous pouvons déterminer donc les efforts qui contraignent notre fissure, notre poutre, et permettre donc de déterminer la taille de la fissure, les allongements relatifs, etc. Et donc ceci permet, par différents traitements et par moyen de calcul, donc si on compare à des abacs bien sûr de référence pour les différents matériaux, de conclure sur la qualité de notre matériau, sur sa ténacité par rapport aux essais de référence qui ont été réalisés. Donc ensuite, j'ai tenté une simulation sur le logiciel SolidWorks pour une flexion 3 points pour une poutre comme celle-ci. Or en revanche, ça n'a pas été possible car le logiciel considère qu'il faut un effort infini pour briser la pièce. En effet, c'est un milieu qui n'est pas continu et donc on ne peut pas réellement en fait, simuler un tel comportement sur ce type de logiciel. Donc, nous allons maintenant changer de partie à la diapositive numéro 9 et parler de la remise en question et également d'un complément que je vais apporter. Car en effet, nous avons différents problèmes qui se posent à nous. Par exemple, la norme Eurocode, posée par AFNOR, nous impose 11 essais pour déterminer la ténacité d'un matériau, ce qui est donc très difficile à réaliser pour nous car il faut réaliser des éprouvettes identiques, ce qui est vraiment très difficile. Et pour la corrélation d'image, à notre niveau, c'est difficile car il y a beaucoup de bruit de mesure et également trop d'approximations au niveau des mesures elles-mêmes. Donc, comme une proposition de solution, nous pouvons penser à réaliser un effet en traction car nous savons que le béton est très difficile, il a un comportement qui ne lui permet pas de subir beaucoup d'efforts en traction. Donc, ça peut être quelque chose de très intéressant à traiter. Donc, par exemple, pour une poutre circulaire, par exemple, nous pouvons faire un essai de traction par fendage, ou alors un essai de traction directe en accrochant aux extrémités de flasques comme ceci. Ensuite, la diapositive numéro 10, les essais de traction, il faut réaliser un coffrage en un seul bloc afin d'assurer la continuité de l'éprouvette, bien sûr. Et il a pour avantage de solliciter toute la poutre, l'ensemble de la poutre, ce qui permet, à contrario de la flexion, de ne pas risquer de tomber plus ou moins sur un défaut qui aurait pour conséquence de fausser l'expérience. Donc ici par exemple vous avez le schéma extrait du cours de ici qui nous permet de voir l'évolution de l'allongement en fonction des forces qui sont appliquées durant cet effort de traction justement, et nous pouvons voir que le domaine plastique est très vite obtenu, c'est-à-dire qu'en fait il reste un allongement résiduel au fur et à mesure des forces qui sont appliquées. Ensuite nous pouvons penser à analyser la fragilité du béton. Tout comme la ténacité, nous pouvons penser à faire varier la composition en granulats, c'est-à-dire leur taille et également leur forme. Ensuite, on peut faire vibrer ou non le béton. Et donc un matériau est dit fragile si l'allongement % après rupture est inférieur à 5. Et donc nous pouvons le calculer avec les différentes valeurs obtenues lors de la rupture par l'essai de traction de l'éprouvette. Donc je m'explique, les différentes mesures qui sont fixées aux différentes étapes des forces appliquées, de rupture, etc., nous permettent de déterminer cet allongement et permettent donc de déterminer si le béton est fragile ou pas. L'intérêt de ceci serait de comparer les différentes compositions du béton et son allongement %, et donc déterminer si la fragilité augmente plus ou moins proportionnellement à la quantité de granulats plus ou moins correcte suivant les différents modes. Donc en conclusion, nous pouvons dire que l'étude de la ténacité pour une poutre s'avère au final très complexe mais à la fois très intéressante, mais malheureusement ce sera probablement très dur à réaliser. Et nous pouvons également dire que l'approche de la fragilité peut être une alternative possible pour continuer à étudier ce sujet autour des poutres en béton. Merci à vous de votre attention.